Alors, nous allons poursuivre sur cette lancée. C'est avec grand plaisir que je vois que les échanges, les rencontres finalement en présentiel sont déterminantes parce que je vois que les gens ont besoin d'échanger, discuter et de se voir. Je pense que ça, là... Là, il est actif. Ah. Vous avez Oui, c'est vrai. Alors voilà. Je disais donc, les journées d'études, finalement, un des objectifs, finalement, c'est de favoriser les rencontres, de permettre des échanges et discussions de visu. Alors, je vois finalement avec la frénésie que les gens avec lesquels ils partagent, finalement, c'est un des objectifs qui est atteint. Alors voilà, à ce moment-ci, nous sommes à 10h55. Nous allons maintenant entendre la communication que nous a préparée professeur Auton-Tendeur. Nous sommes un petit peu en décalage, je veux juste vraiment vous rassurer relativement à l'horaire. On a pris un petit peu de retard, mais après discussion avec Hélène Lefebvre et Isabelle Bourreau, on a convenu peut-être d'aménager, de retarder un petit peu sur l'heure du lunch. Ce sont des boîtes à lunch, alors ça n'a pas d'impact. Alors, il est possible finalement qu'on prolonge là pour faciliter les échanges et discussions jusqu'à 12h15 et on va aménager l'horaire en fonction pour l'horaire d'après-midi. Alors, sans plus tarder, finalement, j'inviterai Monique, finalement, nous présenter tout ce qui touche l'avancement de sa réflexion à la lumière des recherches et des expériences cliniques qui sont faites du côté de la France toujours. Monique, finalement, a choisi de nous parler de tout ce qui a trait à l'oncogériatrie et aussi, finalement, des parcours de soins qui sont initiés du côté de la France. Alors, sans plus tarder, Monique, à toi la parole. Merci, Odette. Alors d'abord, l'histoire de Léonie. Léonie a 78 ans. Elle a eu, il y a quelques années, un cancer du sein. Elle a eu une mastectomie, une chimiothérapie, une radiothérapie et un syndrome dépressif pendant son traitement. Qu'en est-il aujourd'hui? Des métastases osseuses, hépatiques. Elle a perdu récemment son mari. Elle est de nouveau en syndrome dépressif. Elle a du diabète, de l'arthrose, une grosse arthrose de hanche qui l'empêche de marcher. Elle a certes 2 filles, mais qui habitent fort loin et qui ne peuvent pas l'aider. Et elle habite à la campagne, ne sait pas conduire et à 25 km de l'hôpital. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, voici l'histoire de Léonie, qui est une histoire assez fréquente et finalement pas la plus complexe de ce qu'on peut voir en oncogériatrie. D'abord, merci Hélène, merci Odette, merci de cette très gentille invitation à partager avec vous sur un sujet d'actualité, mieux encore, sur un sujet d'avenir. Et on va le voir dans un instant. Mais d'abord, je m'intéresse depuis fort longtemps aux personnes âgées, mais mes sujets de travaux sont plutôt orientés sur le risque infectieux chez la personne âgée. Et donc, pour faire cette présentation, j'ai invité des collègues et surtout, vous allez voir, dans plusieurs orientations. Alors, d'abord, où est le laser? Je suppose que c'est ça. Non. C'est le premier au centre. C'est le premier au centre. Un tout petit... Ah oui, d'accord, merci. Alors d'abord, une infirmière dans le domaine de l'enseignement, mais qui est spécialisée dans la coordination des soins. Un infirmier libéral qui a fait des études de pratique avancée, ce qui est encore pas très fréquent chez nous, et qui est spécialisé dans la gériatrie. Un représentant des patients, pas dans le domaine de la cancéro, mais qui connaît bien ce domaine-là, et une coordinatrice de soins. Donc vous voyez un panel qui va beaucoup aider sur ce sujet. Alors d'abord, j'ai une sinusite et une bronchite que je partage volontiers. Je peux même m'approcher si vous voulez. C'est ça le réseau peut-être. Alors parlons d'abord de l'espérance de vie. Alors, je vous ai donné des chiffres en France, parce que vous pouvez trouver facilement ceux du Canada. Les différences existent un peu, mais ne sont pas si importantes. Alors, l'espérance de vie
en 2012 était de 78 ans pour les hommes et de presque 85 ans pour les femmes, toujours à peu près pareil, à 2 ans après. Surtout, ce qui est très intéressant de regarder, c'est dans les 30 dernières années, cette augmentation très intéressante de l'espérance de vie qui concerne 8 ans. 8 ans d'augmentation dans les 30 dernières années, par exemple, pour les hommes. Et l'espérance de vie à 60 ans, en 2012, est de 27 ans pour les femmes. L'espérance de vie à 80 ans, aujourd'hui, est de presque 90 ans pour les femmes. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Un graphique qui montre cette évolution historique, incroyable et historique de l'espérance de vie. Et puis un autre graphique très intéressant qui fait une projection jusque dans les années 60, 2060, avec des projections hautes et basses. Et dans la projection haute, on voit une probable espérance de vie qui dépasse très largement les 90 ans pour les femmes. Alors, premier volet, les personnes âgées. Deuxième volet, le cancer. Alors, regardons un petit peu l'épidémiologie du cancer en France, avec un taux d'incidence qui est de 362, un peu plus de 362 pour 100 000 hommes en 2012, et un taux de mortalité pour les hommes de 133,6 pour décès pour 100 000 hommes. Avec cette courbe qui est qu'il faut vraiment bien retenir, et probablement on la connaissait bien, cette évolution en fonction de l'âge, avec donc du cancer, avec un pic entre 70 et 90 ans. Puis vous voyez quelque chose qui est assez sympa, c'est le grand âge qui est probablement protecteur et qui est assez sympa. Mais donc vous voyez une évolution là vraiment qui va crescendo en fonction de l'âge. L'âge médian au diagnostic est, vous voyez, assez avancé, hein, de près de 70 ans chez l'homme, et l'âge médian au décès est à 77 ans chez la femme. Donc, vous voyez, là, on commence à parler presque de grand âge. Alors, si on prend mon premier argumentaire sur, je vous parle des personnes âgées, de l'espérance de vie, avec cette population qui sera de plus en plus âgée. Avec ce deuxième argumentaire que j'ajoute sur l'épidémiologie du cancer, qu'elle soit en France ou partout, mais dans les pays du Nord, on peut dire alors que le cancer de la personne âgée est quelque chose de plus en plus courant et il faut s'en préoccuper. Et vous allez voir, il y a plusieurs raisons de s'en préoccuper, donc déjà en termes quantitatifs, mais vous allez voir en termes de difficultés. Alors, c'est quoi le cancer de la personne âgée? L'oncogériatrie, qui est donc une discipline dont on ne parlait pas il y a encore 10 ans. Hein. C'est un tiers de la cancérologie, avec 60% des cancers chez les personnes âgées de plus de 65 ans et 10% chez des personnes de plus de 85 ans. Qu'est-ce que c'est? Très simple, ça, vous savez ça très très bien. Prostate, côlon, poumon, qui représente plus de la moitié des cancers chez la personne, l'homme âgé. La même chose chez les femmes, on enlève la prostate, on met le sein, et c'est exactement la même chose. Quelles sont les spécificités de l'oncogériatrie? Alors, dans plusieurs domaines. Alors d'abord, en termes de dépistage. Le dépistage en France est assez bien fait, assez bien organisé, avec des dépistages au niveau du poumon, des dépistages au niveau du sein, des dépistages au niveau côlon-rectum, assez bien organisés. Il y a deux problèmes. C'est que le premier, ces dépistages qui sont assez systématiques, sont beaucoup moins systématiques chez la personne âgée. Et surtout, sont beaucoup moins souvent faits. C'est-à-dire, même si la personne âgée, on lui écrit en disant « ça serait bien que vous fassiez une radio des seins », va être moins observante dans cette demande. Donc là, il y a un premier point qui concerne la prévention. En termes de traitement, c'est des traitements extrêmement lourds qui impactent la qualité de vie de nos patients âgés et qui sont, et c'est très ennuyeux, c'est exactement comme pour l'antibiothérapie,
ou comme le vaccin contre la grippe, qui sont moins efficaces que chez l'adulte jeune, et sur des personnes qui sont beaucoup plus vulnérables. Nous allons parler de cette vulnérabilité. Donc on a au total besoin de plus de soins de support complémentaires. Quelles sont les fragilités? Ne concerne pas cette magnifique femme qui fait du yoga face à la mer et qui ne ressemble en rien à notre gentille Léonie qui est... Mais quelles sont ces fragilités-là? Vous vous doutez bien que ça, c'est une exception. Hein. Enfin, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'est une exception. Donc d'abord, la situation de l'environnement. Rappelez-vous, Léonie, hein, les filles ne sont pas là, le mari est décédé, elle habite à la campagne, elle ne conduit pas. Enfin, et ce n'est pas forcément la situation la plus compliquée. Il y a des problèmes de dépendance et de motricité qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr, il peut y avoir en sus des problèmes nutritionnels, des problèmes cognitifs sur lequel on va faire un petit focus. Et puis, bien sûr, comme habituellement chez les personnes âgées, plusieurs pathologies qui sont en interaction et donc une polymédication qui parfois se télescope un peu. Des problèmes possibles dans l'état des fonctions sphinctériennes et ou sensorielles, et puis surtout un mélange de tout. Je vois moins bien, je vais donc être moins observant parce que je vois pas, j'arrive pas à lire bien l'ordonnance, le plan de traitement, je vais être moins observant et donc les pathologies vont s'accroître et donc etc. Voilà. Et puis on rajoute à ça des problèmes de dépression dont on fera un petit focus aussi. Alors les problèmes de cognition, qui sont bien sûr plus graves que notre gentil papy qui se voit, moi aussi d'ailleurs je me vois... Problème de perception. Moi aussi je me vois comme ça, tous les matins. Ce matin j'étais en ligne avec mon fils. J'avais oublié que j'étais encore en pyjama et en bigoudi. Il m'a dit que j'étais pas terrible. Je pense qu'il faut que j'ai cette perception-là. Donc ces problèmes de cognition, alors qui sont importants, regardons deux points. Premièrement, pour les patients qui sont déjà atteints d'un problème de démence, la survie est moins importante. Et pas forcément, le problème de décès, pas forcément lié au cancer. Le deuxième, qui est dans l'autre sens, c'est chez un patient lambda qui a une chimiothérapie, le problème de confusion peut survenir plus fréquemment que chez l'adulte jeune. Après, l'autre focus est celui de la dépression. Alors c'est très simple, hein. La dépression représente le trouble psychiatrique le plus fréquent en gériatrie, la dépression représente le trouble plus fréquent en oncologie. Alors vous associez les deux, on est vraiment très très mal. En moyenne, un quart des patients déclarent un épisode, des patients âgés déclarent un épisode dépressif pendant leur parcours. Et évidemment, quand ils sont en fin de vie, 3/4, et c'est vraiment important, mais ça se comprend. Avec un problème de baisse de qualité de vie, une difficulté à faire, nous allons le voir, la balance entre la qualité de vie et la durée de vie et ce qu'on attend de cette durée de vie est liée sûrement à la compliance des traitements. Alors, pardon, regardons ces éléments et cette balance de qualité de vie avec, vous voyez ici, le patient qui a des projections, alors certes à plus court terme qu'un adulte jeune, mais quand même qui a des projections, qui sait ce qu'il attend de ses proches. Et puis de l'autre côté, quel diagnostic on a fait, qu'est-ce qu'on a comme pronostic, et puis qu'est-ce qu'on peut mettre en face comme traitement. Le problème, c'est que on ne sait pas bien l'interaction des deux. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, des traitements qui sont moins efficaces et qui altèrent la qualité de vie de nos personnes âgées avec, ce qu'on vient de voir par exemple, possibilité de dépression, possibilité de diminution cognitive, etc. Donc c'est assez complexe. Au total, qu'est-ce que veut le patient? Est-ce qu'il est capable d'être observant pour le traitement? Et est-ce qu'il le veut en fonction de ce traitement lourd
quelle est la balance entre ce qui est attendu en termes de quantité de vie et ce qui est attendu en termes de qualité de vie. Et c'est aussi un choix du patient. Mais avant, vous voyez bien que c'est compliqué. C'est aussi un choix du patient, mais c'est compliqué puisqu'on a quand même assez fréquemment des patients qui ont des traitements complexes et qui ne sont pas toujours en mesure de bien savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent. Donc on a la possibilité de faire des évaluations, c'est l'oncocodage. Alors ça c'est très important et c'est fait dans l'objectif de détecter des patients qui ont une évaluation pas très bonne, c'est-à-dire qui ont plusieurs éléments, hein, cognition, dépression, etc. Et ça se fait grâce à un questionnaire qui peut être rempli soit par les médecins, soit par les oncologues, etc., soit par les infirmières. Alors je vous ai mis un petit exemple là de la version simplifiée que vous pourrez bien sûr avoir et qu'on trouve très facilement dans la littérature puisque je vous ai mis les références avec des scores et puis vous voyez des items, vous voyez est-ce qu'il y a des problèmes nutritionnels, est-ce qu'il y a des problèmes de motricité, etc. Et ça donne quoi? Alors c'est extrêmement simple, hein. Vous faites cette évaluation. S'il y a un score supérieur à 14, alors c'est un plan de soins qui est habituel, un petit peu commun à ce qu'on fait chez l'adulte jeune. Et puis si c'est inférieur ou égal à 14, soit on est plutôt en fin de vie, ou soit alors on va avoir, en fonction de tous les éléments, un plan vraiment personnalisé de soins. Ça ressemble, encore une fois, on peut le voir à ça, c'est les trois différents groupes. Donc, qu'est-ce qu'on a au total? On les soigne bien, hein, nos patientes. Hein. Après cancer, ça. Hein. Fait le tour de la planète. Enfin, chez nous. Hein. Celle-là n'est pas fausse. Non, donc, qu'est-ce qu'on a? Vraiment le tour de la planète. Ouais. Elle, c'est une vraie. Qu'est-ce qu'on a? C'est très simple. Diagnostic. Le temps de l'annonce. 1 ou 2 temps dans l'annonce. L'évaluation de ce genre questionnaire et puis les réunions de concertation avec les différentes équipes. Donc on a alors qu'est-ce qu'on a quelle est la place des infirmières là-dedans? On a des infirmières qui ont une expertise dans le parcours de soins et puis on a des infirmières qui sont expertes dans un domaine. Alors celles qui sont dans le parcours de soins, soit elles accompagnent dans le cadre d'un dispositif d'annonce, ou soit elles suivent le patient au long cours d'une manière un peu transversale. Et puis on a alors ça j'ai presque envie de dire, ça c'est longitudinal, et là c'est plutôt transversal, ces infirmières avec des expertises dans un domaine spécifique. Alors par exemple, les soins palliatifs, les infirmières de la douleur qui vont participer à un moment de manière transversale. Alors, là, c'est très intéressant, c'est comment ça se passe vous savez qu'on a beaucoup d'infirmières de ville, énormément, et donc comment ça peut se passer en ville. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on peut signaler un patient qui a donc un patient âgé, qui a un cancer, et qui a une évaluation G8 supérieure ou égale à 14. Donc on va l'envoyer à un réseau gériatrique qui va l'envoyer à cet infirmier libéral de pratique avancée en gériatrie, celui qui était dans ce groupe, qui va rencontrer le patient chez lui, au moins 1h30, vous voyez, c'est quand même un temps assez long, qui fait toute une évaluation qui concerne énormément d'éléments, jusqu'à la femme de ménage, etc. Et il en fait une note de synthèse et une série de recommandations, et c'est ce groupe multidisciplinaire qui va faire ce plan personnalisé de soins, et donc ça concerne retour et aller, aussi bien l'hôpital, le domicile, et puis les ciblages de tous les réseaux. Donc, un micro-focus sur l'infirmière coordinatrice de soins, qu'est-ce qu'elle y fait? Donc, une infirmière spécialisée dans ce parcours. Donc, elle va personnaliser le parcours, et ça ne concerne pas seulement l'infirmière de coordination de soins, elle n'est pas seulement là pour prendre les rendez-vous avec la psychologue, l'infirmière de douleur. Ce n'est pas juste un standard, c'est bien plus complexe que cela. Et donc, elle doit comprendre et bien sûr donc
pour le coup, écouter le patient, le soutenir et veiller au bon déroulement de ce parcours et au bon déroulement de ce plan personnalisé de soins. Et puis, il y a les unités de coordination oncogériatrique qui sont au niveau territorial et dont l'objectif est de non seulement de faire en sorte que ça se passe bien, mais aussi de promouvoir cela pour qu'il y ait des gens qui sont déclarés s'ils ont des difficultés. Regardez, on en a dans plein de régions avec des unités fixes et puis des unités qui sont interrégionales avec des petites antennes. Donc, voici les missions, la coordination, l'évaluation des besoins. Donc, au total, qu'est-ce qu'il faut retenir autour de ce patient âgé atteint de cancer? D'abord, qu'il y a plusieurs professions et plusieurs disciplines, et on ne peut pas et on ne pourra jamais faire autrement. C'est l'équipe de soins habituelle, l'équipe dans son ensemble, mais aussi les équipes transversales. Comme par exemple, il y a des unités gériatriques transversales, les unités de douleur, les unités de soins palliatifs, comme par exemple les réseaux, comme celui que je viens de vous montrer sur le plan territorial. Et les professionnels de support, et ça peut aller très loin, là je vous ai mis des exemples, pas de paramédicaux, mais il peut y avoir très bien une aide ménagère par exemple, voilà. Et puis, on n'oublie pas naturellement les aidants familiaux et les représentants des patients. Et je dis bien les représentants parce qu'on n'a pas toujours, vous voyez bien, c'est complexe, on n'a pas toujours ici, là, les patients. Elle est surtout assortie à mon fond de... Donc, au total, la clé d'un parcours et d'un traitement réussi, c'est cette évaluation holistique qui s'inscrit dans une approche pluriprofessionnelle et multidisciplinaire. Et les patients âgés qui sont atteints de cancer ont droit au même traitement que les adultes jeunes, mais avec un soutien et un appui beaucoup plus important. Je vous remercie de votre attention. Alors, on te remercie infiniment pour cette communication-là qui nous met en évidence encore davantage tout le défi relié aux soins destinés aux personnes âgées atteintes de cancer. Alors, ce sont en quelque sorte la rencontre de deux spécialités et je pense que tous les professionnels doivent se sentir interpellés et aussi, finalement, tenir en compte vraiment les expériences des patients. Alors, je pense que c'est un bon point de démarrage. Alors, j'inviterai maintenant mes deux conférencières internationales à s'approcher ici, parce que maintenant, on aura pratiquement, on se réserve 15-20 minutes pour l'échange et discussion, parce que c'est cette portion-là qui est finalement un des objectifs souhaités dans le cadre de cette journée-là. Alors, on a donc deux... T'as des bons réflexes. La posture de yoga. Alors, c'est le yoga. Elle voulait expérimenter la posture de yoga du poids de la première. En forme. Ils sont en forme, finalement, c'est fantastique. Alors, deux sujets qui ont fait, finalement, l'objet d'une réflexion, partage à ce moment-ci. Tout ce qui a trait à l'éducation thérapeutique chez les patients, avec toutes les nuances que tu nous as apportées, Chantal. Et aussi, finalement, toute la préoccupation du soin aux personnes âgées, très âgées, atteintes de cancer, dans lesquelles, finalement, les parcours de soins sont excessivement, parfois, sinueux. Alors voilà, on a une belle opportunité de partager nos expériences de chaque côté de l'océan, du côté de la France et du Québec maintenant. Alors j'inviterai les collègues à y mettre commentaires, questionnements, pour partir discussion pour les débats, parce que Chantal elle va avoir un débat. Moi, je vais faire ça, j'aime ça. Allez, c'est bon. À vous la parole. Madame Tremblay, Nicole, allez, tu plonges. J'ai fait la réflexion déjà auparavant, mais j'aimerais ça relater l'histoire d'une dame que j'ai vue à quelques reprises et qui me dit à chaque rencontre que j'ai avec elle, je prends trop, c'est une patiente qui est greffée de cellules hématopoïétiques, donc elle prend une dizaine de médicaments environ par jour avec entre 2 à 4 prises, là, chacun de ces médicaments-là. Et elle...
puis elle a une complication de sa greffe et elle souffre d'une maladie chronique qui est associée à la greffe, donc une maladie du greffon contre l'autre à l'heure actuelle. Puis ça se manifeste beaucoup de façon cutanée. C'est une jeune femme de 32 ans, fait que c'est toute son apparence, aussi son image corporelle. Fait qu'elle a beaucoup de souffrance en lien avec ça. Et donc, je la rencontre dans ce contexte-là, puis elle me dit à chaque rencontre, quelque part dans la rencontre, tu sais, je prends trop de médicaments. Puis là, mon travail, c'est j'essaie de lui faire prendre, tu sais, en questionnant de façon plus, lui faire réfléchir sur l'impact de cette croyance-là, sur comment elle se comportait vis-à-vis de la maladie, puis l'impact que ça avait aussi au niveau psychologique. Et finalement, mais c'est ça, pour faire une histoire courte, elle me parle de quelqu'un pour qui elle a beaucoup d'admiration, parce qu'elle trouve que c'est un homme très, très, très courageux. Fait que là, je lui demande de m'expliquer un peu, là, c'est quoi cet homme, tu sais, le courage que cet homme-là fait preuve, qu'est-ce qu'elle admire chez lui. Puis elle me dit, elle dit, lui, il fait rien qu'à, elle n'a pas dit quelque chose, c'est un peu comme ça, il fait rien qu'à sa tête, mais lui aussi, c'est un greffé. Puis lui, quand il y a des problèmes, il ne va pas à l'hôpital. Il s'arrange tout ça. Fait qu'elle a beaucoup, beaucoup d'admiration pour lui. Puis, fait que là, je me disais, mon Dieu, on est mal barré. Je raconte l'histoire en réunion interne pour qu'ils m'aident, les gens m'aident à apprendre à savoir comment je vais orienter ça, tout ça. Et finalement, les gens, la réaction, c'est quoi le nom de l'autre patient? Fait que, tout ça pour dire qu'on voit qu'on a beau travailler dans le sens du partenariat, on a tout un apprentissage à faire en lien avec ça aussi. De comment notre savoir en lien avec le savoir expérientiel aussi de la personne, comment on accompagne ça, dans un contexte de travail aussi qui ne favorise pas toujours le temps du dialogue et du partenariat. Fait que je lance le long commentaire, hein? Excusez. Oui, je trouve c'est un témoignage qui est très intéressant et qui me parle vraiment beaucoup. Et en fait, la réaction de ces soignants de dire mais c'est qui ce patient, on l'entend beaucoup parce que le soignant il souhaite pas que le patient il lui arrive quelque chose. Voilà. Donc le soignant se trouve en difficulté quand pour lui il y a un décalage entre les savoirs qu'il a, ce qu'il sait, et le comportement du patient, où le comportement du patient, pour lui, le met en danger par rapport à sa santé. Et donc, par rapport à ça, on a d'une part des soignants qui peuvent être dans la maîtrise, ça c'est une chose, mais aussi des soignants qui se retrouvent en souffrance parce que ça va à l'encontre de l'œuvre pour laquelle ils ont choisi le métier. C'est ce qu'ils vous disent. Ils disent, mais moi, je suis pas là pour que les patients ils meurent. Je suis là pour... alors, ceux qui disent, je suis là pour sauver le patient, on va dire. Bon. Mais il y en a qui disent, même s'ils disent pas ça, ils disent, mais moi, je suis là pour éviter que le patient se mette en danger. Et du coup, c'est une souffrance pour le soignant. Donc, c'est vrai que je vous ai dit que j'étais assez provocatrice, parce que je sais très bien que c'est quand même dur pour le soignant. De pouvoir laisser ce laps de temps, d'une part, qui peut être nécessaire et qui peut prendre énormément de temps à un patient pour pouvoir se connaître et faire avec. Et je pense, je vous disais aussi que il y a un patient en France qui a beaucoup écrit sur le diabète. Parce que c'est un patient qui a maintenant 55 ans. On lui a découvert un diabète à l'âge de 30 ans. C'est un philosophe. Mais au départ, le fait d'être diabétique l'a amené à s'intéresser à la santé. Et il écrit énormément de choses sur sa pathologie et sur son vivre avec le diabète. Et ce qu'il écrit, c'est que pour pouvoir être le diabétique heureux qu'il est aujourd'hui, il a fallu qu'il passe jusqu'à la connaissance de ses limites. Et la connaissance de ses limites,
ça va jusqu'effectivement au risque de coma diabétique, c'est-à-dire jusqu'où je peux aller et jusqu'où mon corps est capable d'aller. Et c'est en faisant connaissance de ses limites qu'il a pu repérer des signes qui lui donnent aujourd'hui les signes d'alerte pour là, il faut que je fasse quelque chose, ou là, je peux ne pas être observant ou profiter, etc. quoi. Donc, faire cette alliance entre qualité de vie et puis contrainte de la maladie. Donc, pour le soignant, ça, c'est pas facile. C'est-à-dire, pour le soignant, de se dire qu'un patient, il doit, c'est un peu, hein, mais il va jusqu'à effectivement se mettre en danger, parce qu'effectivement, en coma diabétique, on ne sait pas comment ça va se passer, mais pour pouvoir se connaître, c'est très très dur. Et donc, les soignants ont tendance à dire, mais non, moi, je veux lui éviter le coma diabétique. Vraiment, c'est une très très bonne témoignage, quoi. Question? Commentaire? Il y aurait Maryse et puis après, Monsieur Mir. Maryse? Oui. Peser, actionner. C'est fait. Dans l'ordre d'idée, dans la continuation, moi, mon rôle professionnel est plus d'accompagner les équipes. Et ce que vous dites, effectivement, ce que moi, je réalise, c'est cette difficulté-là, cette souffrance du personnel à aller contre leurs valeurs, finalement, de vouloir faire bien pour le patient. C'est très difficile de faire le changement de paradigme de « OK, j'écoute ce que le patient veut, puis j'accepte tout ça ». Est-ce que vous avez de l'expérience? Comment on peut aider les professionnels à passer par-dessus ça ou à vivre avec cette souffrance-là ou à accepter que le patient est maître d'œuvre, finalement, puis qu'il y a des choses qu'on peut pas faire pour eux, c'est ce maternalisme, ce paternalisme qu'on a. Est-ce que... Il y a Oui, la bienveillance, mais la bienveillance apprise. La bienveillance, on nous a inculqué qu'il fallait être bienveillant à tout prix. Est-ce que c'est vraiment la façon de faire? Il y a au moins deux éléments de réponse. Le premier, que nous donne encore ce patient, parce que je suis bien très il nous raconte, ce patient, que pour avoir, il dit, la paix avec les professionnels soignants, il a déjoué. C'est-à-dire que quand on lui a découvert son diabète, il fallait à l'époque qu'il tienne un carnet, un cahier, et qu'il mette son taux de sucre, l'insuline, etc., etc. Qu'au départ, il ne le remplissait pas bien et qu'il se faisait gronder quand il allait en consultation. Alors, il dit, après, il n'y a pas de problème, j'ai été compliant, j'ai rempli. Mais il remplissait de manière très fictive. C'est-à-dire, il mettait tel jour, alors telle glycémie, tant d'insuline, etc., etc. Et donc, il avait ses cahiers bien remplis quand il allait aux consultations, et le personnel était très content que ces cahiers sont remplis, même s'il y avait des choses qui clochaient par rapport aux résultats. Ils ont dû faire des recherches sur ce cas clinique. Mais bon, ok. Donc déjà, je pense, je dis, c'est aussi un peu les mêmes attitudes que l'on a par rapport à nos enfants. Quand pour devenir adulte, l'adolescent, à des moments donnés, il transgresse, et que nous, parents, on a peur et on voudrait lui éviter, lui balayer le chemin pour pas qu'il transgresse. Bon. Donc, il y a déjà que de toute façon, s'il ne va pas le faire, quoi. Donc, il peut nous illusionner, il peut nous faire croire qu'il le fait, si ça peut nous rassurer. C'est-à-dire que si on est dans cette relation avec lui, le patient, il va trouver des stratégies pour justement lui calmer les choses. Et nous, on sera dans l'illusion qu'il fait, qu'il est un bon patient, et lui, du coup, il fait ce qu'il veut. Donc déjà, ça peut être un élément de compréhension. L'autre, c'est que je pense qu'effectivement, c'est important qu'il y ait des temps avec les soignants pour qu'ils puissent parler de ce que ça occasionne comme souffrance, et qu'il puisse y avoir un accompagnement sur cette dimension-là. Parce que
faut pas imaginer que ça se résout comme ça. Je veux dire, être en souffrance pour l'autre, être en souffrance parce que on construit une relation avec les patients et que justement on est humain et que c'est un humain et que quand on sent que le patient ne va pas, ça nous fait souffrir, ça ne se résout pas comme ça. Effectivement, je pense qu'il y a un travail à faire d'accompagnement au quotidien de la souffrance des soignants. Monsieur Mir, merci Chantal pour cet élément-là. Merci. Moi, je reviendrai sur ces éléments parce que fondamentalement, il faut revenir sur cette notion d'éducation thérapeutique aux patients parce que pour moi, il est un fil conducteur en regard du développement du portail. Et ça, je pense qu'on va avoir l'opportunité d'en discuter, mais il ne faudrait pas qu'on s'éloigne de cet élément-là parce que nous, on est des cliniciens. C'est-à-dire, demain matin, la portée, finalement, de nos enseignements, de cet accompagnement-là, il faut quand même l'accompagner, le systématiser. En tout cas, ça fera partie de nos discussions et échanges aujourd'hui, mais aussi éventuellement. J'aimerais quand même vraiment rassurer les gens dans la salle parce que c'est large, mais je pense qu'il faut le contenir à l'intérieur d'une pratique clinique. Monsieur Mir, vous aviez une question, commentaire? Oui. Ah, wow, ça vient de s'ouvrir. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche un peu. Un patient est dans sa chambre. Sa chambre, c'est son milieu de vie. Quand les professionnels de la santé entrent dans la chambre, c'est un milieu de travail. On dirait que ça ne concorde pas toujours. Parfois, le patient, dans sa chambre, si elle est partagée, son milieu de vie se ramasse à un lit, c'est son espace, plus peut-être un fauteuil s'il peut se déplacer. Moi, la question que je pose, c'est comment on fait, parce qu'en vieillissant, je pose la question, hein, qu'est-ce qu'on fait pour concilier ces deux façons de considérer la chambre du malade, du patient? Merci. Est-ce que de vous deux, Monique, on va donner le privilège d'intervenir avant que nous présentions la réponse pour la dernière communication de ce matin? Merci. Je ne suis pas sûre de savoir répondre au mieux. Ce domaine-là que vous racontez est certes complexe, mais il est probablement encore plus complexe pour la gériatrie où les personnes âgées sont long séjour. Je pense que quelqu'un qui est là pour une grosse sinusite avec, par exemple, une antibiothérapie, je ne suis pas sûre qu'il va 100% penser que c'est un lieu de vie. Par contre, une personne âgée, par exemple, qui est au long cours, oui, c'est effectivement un lieu de vie. En tout cas, l'enseignement qui est souvent donné aux infirmières, qui travaillent par exemple en nursing home, c'est un lieu de vie où vous venez travailler et donc vous le respectez comme un lieu de vie. Mais c'est pas si évident parce qu'on y va avec, on en a discuté encore hier soir d'ailleurs, on y va avec nos savoirs et on va imposer des éléments aux patients en oubliant que voilà, c'est le lieu de vie. Mais c'est très, très, très complexe et moi je dis que c'est quasi une question philosophique pour moi. Merci beaucoup, merci. Alors, j'inviterai maintenant ma collègue Marie-France de Vachon à se joindre à nous. Alors, Marie-France, tu es infirmière du côté de CHU de Sainte-Justine. Alors, c'est avec grand plaisir, finalement, que l'on t'accueille. Marie-France est coordonnatrice et agent assurance programme greffe osseuse du CHU Sainte-Justine, comme je vous le disais précédemment. Elle va nous partager, finalement, son expérience à titre de coordonnatrice, tout particulièrement la clinique des adolescents greffés, afin de mieux les préparer à la transition en milieu adulte. Alors, à toi maintenant la parole, Marie-France. Petit micro. Oh, merci. Si vous l'accrochez sur votre oreille. Je vais juste aller chercher ma présentation. J'ai celle de ce matin et celle de cet après-midi. Présentation, portail. En haut, présentation portail. Portail clinique de transition. Le premier en haut. Non, l'autre, c'est pour cet après-midi.
J'ai trop de cheveux, ça tient pas. Parce que je voulais... Mais je vais tenir dans mes mains, ça va aller. Est-ce que vous entendez? Mais je parle fort. Est-ce que vous entendez comme ça? Oh, pour l'enregistrement, excusez. Parfait, je vais le tenir. Si vous levez, si vous levez. Merci. Non, ça c'est. C'est ma faute. Voilà. Bonjour et merci de l'invitation. On va se revoir cet après-midi. C'était celle-là qui était prévue initialement, mais j'ai terminé celle-ci cette nuit, alors j'espère que ça va bien aller. Donc, en fait, là, on change un petit peu de la gériatrie, on recule de quelques années en arrière vers le milieu pédiatrique, mais surtout le milieu pédiatrique qui transite par la suite vers le milieu adulte. Donc, le titre de la présentation, c'est « Quand la maladie vient compliquer la transition de l'adolescence vers le merveilleux monde des adultes ». Parfait. Donc, je vais vous parler de l'adolescence en général. C'est vraiment une étape cruciale dans notre vie, peu importe qu'on soit malade ou pas. L'impact de la maladie sur les adolescents. Qu'est-ce que la greffe de moelle ajoute comme impact en plus d'avoir une maladie chronique? Est-ce que la greffe ajoute des défis supplémentaires? C'est quoi les besoins de nos greffés? Une fois qu'ils sont rendus dans le milieu des adultes, c'est quoi leurs besoins? C'est quoi les défis pour nous, les équipes qui les transitionnent vers les enfants adultes, mais les équipes qui les reçoivent aussi? C'est quoi leurs défis à eux? Puis comment on peut répondre à ces différents besoins? Donc, comme vous le savez, on a tous passé par là. L'adolescence, c'est une étape charnière dans une vie. Le développement de l'autonomie, c'est vraiment le but ultime. Donc, le transfert des responsabilités des parents vers les adolescents qui deviennent des jeunes adultes. C'est vraiment le résultat qu'on attend à la fin de cette étape-là. Mais il y a des adolescents qui vont vivre cette étape-là beaucoup plus difficile et parsemée de multiples crises. Et comme on a beaucoup parlé depuis le début de partenariat de soins, mais il y a aussi beaucoup d'étapes et des besoins essentiels qui ont besoin d'être remplis à cette étape-là. Donc, le développement de l'autonomie, comme on disait tantôt, ça implique un éloignement des parents, évidemment. On essaie de s'éloigner nous-mêmes de nos parents pour devenir nous-mêmes des jeunes adultes. On a besoin d'intimité. On a une nécessité presque absolue d'être comme nos pères. Donc, nos amis, les collègues, tout ça, on a besoin d'être comme eux. Donc, l'image corporelle est vraiment primordiale. Et on a besoin de se forger un caractère, notre propre caractère à nous, notre propre personnalité. Mais quand on a une maladie chronique, surtout si cette maladie-là se développe à l'adolescence, évidemment, ça va être encore plus difficile, ça ajoute des défis supplémentaires. L'image corporelle peut être affectée par les différents traitements. Les traitements de cancer sont vraiment ceux qui sont typiques de tout ça. Le manque d'intimité, on a besoin d'être hospitalisé de façon fréquente. Mais l'intimité, on essaie de se la développer, mais on ne l'a pas du tout. Surtout si on est hospitalisé fréquemment, mais de façon prolongée aussi. Et le développement de l'autonomie devient vraiment très, très difficile quand on a besoin d'avoir nos parents avec nous quand on est hospitalisé. C'est difficile de développer sa propre autonomie. Et donc, c'est des défis qui s'ajoutent à tout ça. Et une maladie chronique, oui, elle va faire maturer les adolescents, mais faire maturer ne veut pas nécessairement dire devenir autonome. C'est deux concepts tout à fait différents. Et des fois, on pense qu'ils sont devenus matures, qu'automatiquement, ils sont capables de tout prendre en charge. Pas du tout. Ils ont maturé sur certains aspects de leur vie, mais pas sur tout. Si on ajoute la greffe de moelle, ceux qui travaillent en greffe ou qui ont déjà côtoyé des personnes greffées, il y a des défis supplémentaires. Ils sont isolés pendant une période de temps de leur hospitalisation. Donc, eux ne peuvent pas sortir de leur chambre. On parlait de leur milieu de vie. C'est vraiment leur milieu de vie. Les parents entrent, les parents sortent. Nous, on entre, nous, on sort, mais eux ne sortent pas. Donc, on envahit leur intimité constamment. La mère, c'est souvent la mère qui va dormir, mais ça peut être le père qui va dormir avec eux. On perd encore l'intimité. S'ils veulent appeler leur chum ou leur blonde, c'est difficile quand ta mère est assise à côté de toi dans ta chambre. Et aussi, les parents vont aussi aider pour les besoins de base. La maman, tout d'un coup, sera la personne qui va peut-être te donner ton bain, t'aider à la douche, t'aider à faire les besoins de base. Donc, c'est difficile quand on est un adolescent ou une adolescente aussi. Même après le retour à la maison, il y a encore besoin d'un isolement prolongé. Ils doivent se développer un système immunitaire. Donc, ça signifie pas d'école, pas de cinéma, pas de centre d'achat, pas de McDo. On fait attention aux infections transmissibles sexuellement. C'est plus la vie d'un ado standard. Donc, c'est difficile, ça ajoute encore plus. Et par la suite, quand on est rendu un retour à la vie normale, ce qu'on peut appeler une vie normale, ce n'est pas toujours simple à nommer, mais c'est encore un défi majeur parce que leur éloignement par rapport à leur père a créé vraiment une marche très grande. Ils n'ont plus les mêmes préoccupations, ils n'ont plus les mêmes sujets de conversation. Donc, ça ajoute à tout ça. Même si on prend un thème classique, la sexualité à l'adolescence, mais les adolescents qui n'ont pas vécu tout ce que nos patients ont vécu
vont plutôt se questionner dans leur sexualité. Est-ce que je vais pouvoir sortir avec cette fille-là? Qui je vais amener à mon bal de graduation? Mais nos adolescents greffés, est-ce que je vais avoir des enfants un jour? Parce que la chimiothérapie m'en a probablement empêché. Donc, on parle encore de sexualité, mais le thème est complètement différent. Donc, c'est quoi la greffe pédiatrique pour ceux qui ne l'ont jamais vécu? Donc, c'est vraiment une indication classique de greffe. C'est un peu pour faire aussi la distinction entre la greffe adulte. On ne parle pas du tout de la même chose en greffe pédiatrique. Il y a des maladies qui sont les mêmes, hein, la leucémie à l'adulte, à la pédiatrie, ça se ressemble beaucoup. Mais il y a un paquet d'autres maladies qu'on ne retrouve pas à l'adulte, qu'on trouve en pédiatrie et qu'on greffe. Mais quand ils se retrouvent dans le monde adulte, ils ont un vécu que d'autres adultes n'ont pas eu avant. Les différents déficits immunitaires. Il y a des enfants qui naissent sans aucun système immunitaire. Différentes atteintes hématologiques. On parle des anémies falciformes, des anémies aplasiques, des thalassémies. C'est des indications vraiment classiques de greffe. Et d'autres maladies génétiques, c'est juste pour vous les nommer. Je ne vous ferai pas un cours aujourd'hui sur l'ostéopétrose et la leucodystrophie, mais c'est pour vous nommer que vous n'avez peut-être jamais entendu ces noms-là, mais c'est des indications classiques de greffe. Mais si vous recevez un jeune adulte greffé pour ça, vous allez certainement vous questionner qu'est-ce que ça a eu comme impact dans sa vie. Donc, ça implique aussi la greffe de moelle, autant à l'adulte qu'à la pédiatrie, mais encore plus évidemment en pédiatrie parce que nos enfants, ils sont capables de tolérer des doses intenses de chimiothérapie. Si on compare avec les doses standards, on augmente de 10 à 40 fois les doses de chimiothérapie. Vous êtes en mesure de vous imaginer l'impact que ça peut avoir. Ça peut être fait chez de très jeunes bébés. Notre plus jeune greffée, elle avait 11 jours au moment où on l'a greffée, donc c'est la chimiothérapie. Peu importe si on greffe pour un cancer ou non, on doit donner de la chimiothérapie ou ça aussi. Jusqu'à la fin de l'adolescence, évidemment, la greffe peut être faite. C'est donc une procédure à très haut risque vital, mais chez des enfants qui, ça représente leur chance unique de guérison. Sans ça, les enfants mourraient de leur maladie. Heureusement, la survie actuellement est estimée à 50 à 90 %, dépendamment de la pathologie qu'on greffe, du type de greffe qu'on va faire et des complications qu'ils pourraient développer. Mais ça découle donc un joyeux problème. On a notre cohorte de survivants grandit de jour en jour. On est très content, mais il faut s'occuper de ces survivants-là qui un jour vont devenir eux-mêmes des patients partenaires dans le circuit des adultes. Donc, c'est quoi les besoins de nos enfants à long terme? Une fois qu'ils sont greffés, qu'ils deviennent donc des adultes, ils ont des besoins. Donc, comme vous savez, les traitements de chimiothérapie ont causé différents effets à long terme. Les toxicités organiques sont importantes à surveiller. Le développement d'un cancer secondaire, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. L'infertilité qu'il faut prendre en considération. C'est rendu une fois à l'adulte qu'ils vont se questionner s'ils peuvent avoir des enfants. Ce n'est pas quand ils sont avec nous, même à l'âge de 18 ans, ce n'est pas toujours la première chose qu'ils vont regarder. Les retards de croissance, de développement, donc tous les troubles hormonaux qui pourront avoir besoin d'être surveillés, et la fameuse GVH, donc la maladie du greffon contre l'autre, s'il la développe et si elle est très importante, peut aussi nécessiter un suivi très, très étroit pour ces jeunes-là. Donc, quand on parle de guérison, bien oui, la maladie n'est pas là, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus besoin d'être suivis de façon étroite à l'intérieur d'un système de santé. Comme la majorité d'entre eux, ils n'ont pas nécessairement conscience qu'ils vont avoir besoin d'un suivi. Un bébé qu'on a greffé à 6 mois, bien, il ne réalise pas qu'à dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a encore des complications qui peuvent se développer. Et comme il ne se rappelle pas du tout de ce qu'il a vécu, c'est très abstrait pour lui. Donc, de lui demander d'adhérer aux recommandations qu'on lui donne, c'est un défi quotidien. Donc, comme c'est quelque chose qu'il n'a pas vraiment vu, c'est difficile. Pour ceux qui l'ont vécu en pleine adolescence, mais les adolescents, vous savez, c'est invincible. Il leur arrive jamais rien. Ils réussissent à passer à travers tout. Fait qu'ils se disent, mais si dans 20 ans, j'aurai quelque chose d'autre, je passerai encore au travers. Les responsabilités que vous me donnez, ça me passe pour bon nombre d'entre eux, probablement 10 pieds au-dessus de la tête. Donc, ça implique souvent une non-adhérence aux recommandations, par exemple le tabagisme, les expositions au soleil et même les suivis médicaux. À un moment donné, la vie fait qu'on passe à bien d'autres choses. Il y a pas mal plus de choses intéressantes que ça à faire dans la vie, surtout quand on a passé une bonne partie en isolement, on rattrape le temps perdu rendu un jeune adulte. Et aussi, il ne faut pas banaliser la surveillance psychologique qu'il faut faire, elle est nécessaire pour certains, pas nécessairement tout le monde, mais il ne faut pas la banaliser. On a aussi un nombre significatif qui vont développer des réactions importantes et même des syndromes de stress post-traumatique, parfois plusieurs années plus tard, quand ils réalisent l'impact que la maladie et la greffe ont eu sur leur vie, pas nécessairement à 16 ans, mais à 22 ans, quand ils veulent avoir des enfants, là, ils viennent de réaliser tout ce que leur adolescence leur a apporté comme particularité maintenant. Donc, les besoins, par conclusion, ils sont bien vastes, mais pas encore très bien définis non plus. Notre cohorte, comme je vous disais, de survivants augmente. On a des choses qui ressortent de la littérature, mais c'est encore très vaste et on apprend encore à tous les jours avec eux.
Donc, c'est quoi la meilleure façon qu'on a besoin d'identifier les meilleurs moyens et les meilleures personnes pour s'occuper des adolescents greffés? Est-ce que c'est toujours l'équipe d'oncologie ou c'est d'autres personnes qui doivent nous aider à travailler maintenant des problématiques qui ne sont pas nécessairement en lien avec des problèmes oncologiques? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis sur pied un comité pour explorer le concept. Donc, notre comité, c'est sûr qu'un comité des gens qui font de la greffe, on a notre équipe de greffe qui est dedans. Mais surtout, ce que je vais vous signaler, c'est qu'on est allé chercher des gens qui avaient des spécialités particulières. Donc, on a un médecin qui est spécialisé en médecine de l'adolescence. Donc, la transition à l'adulte, ça fait partie de sa spécialité. On a une psychologue qui est spécialisée, qui a fait son doctorat en transition des adolescents. Donc, on l'a évidemment invité à siéger sur notre comité. France Dupuis, qui est un professeur ici, qui a fait son doctorat sur la transition des adolescents qui ont une fibrose kystique vers le milieu adulte. Donc, on est allé chercher des gens qui ont, oui, une expertise, mais qui vont aussi nous aider à développer des projets de recherche en lien avec ce qu'on va développer. Et bien évidemment, on ne peut pas faire ça sans avoir l'avis des jeunes adultes qu'on a déjà greffés, qu'on a déjà transférés. On a besoin de savoir comment ils l'ont vécu pour qu'on améliore notre fonctionnement. Et les médecins qui reçoivent nos patients, on est allé chercher notre lien naturel, c'est l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, même s'ils ne sont pas tous référés à Maisonneuve, on travaille étroitement avec eux, ce qui fait qu'on a besoin de leur avis pour savoir, bien, quand vous les accueillez, est-ce qu'ils sont bien préparés? On sait déjà la réponse, c'était non. Donc, notre comité, les objectifs qu'on s'était donnés initialement, donc on veut bien comprendre la population avec laquelle on travaille. On la connaît de notre point de vue, mais il manquait des points de vue à aller chercher. On voulait aussi aller explorer les attentes des équipes adultes envers nos patients. Quand ils les reçoivent, ils s'attendent à quoi? Est-ce qu'ils s'attendent à ce qu'ils soient dit comme les autres adultes qu'ils ont côtoyés depuis le début? On va regarder tantôt. Puis ça permet aussi, nous, d'échanger avec les centres adultes sur le vécu de nos patients à travers cette expérience-là. On a cherché à décrire notre fonctionnement actuel pour pouvoir mieux comparer par la suite et regarder aussi les modèles qui sont déjà implantés ailleurs, s'il y a des histoires à succès ailleurs, mais évidemment, on ne va pas réinventer la roue. Donc, bien identifier notre population, c'était quoi? Donc, mis à part, c'est sûr qu'on a des moyens qu'on peut catégoriser nos patients sur l'âge, sur le diagnostic, sur le type de greffe, mais ça va au-delà de ça. Et en fait, on a pu ressortir plutôt deux trajectoires. Quand on arrive à les transférer à l'adulte, on a deux populations distinctes. Ceux qui sont greffés depuis pas tellement longtemps et qui ont donc vécu ça en pleine adolescence et qui ont encore besoin d'un suivi médical, mais qui sont rendus à 18, 19, 20 ans et qu'il faut transférer à l'adulte. Donc, eux, c'est encore actif le vécu qu'ils ont besoin. Mais il y a tous les autres qu'on a greffés en bas âge, ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont greffés, ils vont relativement bien, et là, on les transfère à l'adulte. Bien, l'accompagnement et l'approche vont être complètement différentes. Si on regarde pour explorer les attentes des équipes adultes qui reçoivent nos patients, bien, ils s'attendent à ce qu'ils nous disent à ce qu'ils fonctionnent de la même façon qu'un autre adulte. Un adulte qui vient d'être diagnostiqué fonctionne de cette façon-là. Ils s'attendent que quand nos adolescents rendus maintenant des jeunes adultes fonctionnent de la même façon dans une clinique. Mais on ne les a pas préparés à ça. Donc, c'est difficile de fonctionner différemment. Tu ne sais pas que l'autre hôpital ne fonctionne pas de la même façon que où est-ce que tu étais avant. Ils sont aussi très surpris de l'immense place que les parents prennent dans la clinique. Donc, on a une famille qui nous racontait qu'ils sont arrivés à leur rendez-vous à l'hôpital adulte. Donc, habituellement, on laisse entrer l'adulte et les autres membres de la famille vont attendre dans le corridor que la personne a eu son rendez-vous. Mais non, les parents entrent dans le bureau du médecin et commencent à expliquer, poser des questions, à raconter, et quasiment à toutes les minutes près, l'histoire de l'enfant greffé, en ne laissant pas de place à cette personne-là qui est maintenant un jeune adulte. Donc, les gens qui reçoivent ces familles-là sont toujours surpris de voir comment les parents ont pris une place qui leur revenait tout à fait quand ils étaient enfants, mais qu'on n'a pas assuré de faire une bonne transition. Et en fait, tous ensemble, on constate que la marche entre la pédiatrie et le monde adulte est immense. Et nous, on le comparait beaucoup entre, avant d'aller à l'université, mais on a fait notre primaire, notre secondaire, mais il y a le cégep qui est comme la partie où on développe notre autonomie. Mais pourquoi on n'a pas de cégep à l'hôpital qui nous permettrait d'être encore plus autonome quand on arrive à l'université des adultes? Donc, si on regarde notre fonctionnement actuel de notre suivi, ce qu'on a fait, c'est que nos greffés sont vus au centre de jour, à une journée X. On voit des greffés tous les jours, mais peu importe l'âge, le diagnostic, le temps post-greffe, on les voit un après l'autre. Donc, on doit changer, nous, quand on les voit, notre paradigme, notre façon de penser entre « OK, lui, il y a 6 mois, je pense comme ça, je gazouille, ça va bien. » La porte à côté, « Oh, puis il y a 16 ans. » Alors, je me re-switch d'une autre façon de penser. Mais évidemment, on ne peut pas penser toujours adolescent ou toujours bébé. Donc, c'est difficile de bien adapter nos interventions selon l'âge de l'enfant et les besoins de chacun. Pour l'équipe,
L'âge représente vraiment le plus grand défi. La greffe comme telle, c'est similaire d'une personne à l'autre, mais c'est vraiment l'âge. Nos interventions, on doit vraiment les adapter en fonction de l'âge, et c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça à faire. Et si on met une gang d'adolescents dans une clinique avec des bébés greffés, avec des plus jeunes greffés, bien, s'ils discutent avec eux, ils ne vont pas nécessairement trouver de similitudes avec les autres enfants et pas voir qu'ils sont peut-être, penser qu'ils sont peut-être les seuls à avoir vécu cette expérience-là et se trouver un peu isolés à travers les autres. C'est la même chose pour les parents aussi. Ils ont beau parler ensemble, le vécu n'est pas pareil du tout. Donc, si on a regardé aussi, comme je vous disais, les modèles existants, il n'y en a pas vraiment beaucoup. En greffe, c'est clair qu'il n'y en a pas vraiment, des petites histoires par-ci, par-là, mais ce qu'on cherchait, on ne l'a pas encore trouvé, ce qu'on regardait vraiment. Par contre, plusieurs équipes qui traitent d'autres pathologies chroniques, ils ont travaillé beaucoup pour le transfert à l'adulte. Les fibroses kystiques, c'est des gens qui ont travaillé beaucoup. Les gens qui ont des insuffisances rénales en pédiatrie, ils ont travaillé beaucoup. Donc, il y a des modèles qui sont très intéressants, mais on dirait que tout commence à l'âge de 17 ans. Quand on sent que le transfert à l'adulte s'en vient, là, on se réveille et on dit, bien, il serait peut-être temps qu'on les prépare, mais l'adolescence, ça fait plusieurs années qu'elle est commencée. Donc, 17 ans, on a l'impression qu'on se dépêche puis qu'on manque peut-être des étapes. Donc, c'est comme si on laissait sous-entendre que c'est quelqu'un d'autre qui a travaillé à développer l'autonomie et que nous, on n'a pas eu besoin de donner notre avis ou d'aider à cette portion-là de la partie qui nous revenait un peu plus ou d'aider les parents ou les accompagner à faire ça. Il n'y en a pas beaucoup, en plus, ceux qui ont développé des programmes, mais très peu les ont évalués. Donc, oui, il y a un programme qui semble fonctionner, mais est-ce qu'il peut être répliqué dans une autre équipe? Il n'a pas été vraiment beaucoup évalué. Donc, ça ne nous a pas beaucoup guidés. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde s'entend pour dire que la transition, pour qu'elle soit bien faite, il faut qu'elle soit bien préparée. Même si c'est un concept qui est vague, c'est vrai, mais comment on fait ça pour bien la préparer? Donc, pour qu'elle soit efficace, donc évidemment, il faut aussi évaluer, est-ce que l'adolescent est prêt à faire cette étape-là? Est-ce que, parce qu'on parle en anglais, là, il n'y a pas de terme vraiment qui l'explique mieux, mais la readiness, est-ce qu'on est prêt à devenir autonome? On ne peut pas imposer à un adolescent, aujourd'hui, tu as 14 ans, tu commences à devenir autonome. On ne peut pas faire ça comme ça, il faut voir s'il est prêt. Mais on évalue ça comment être prêt. Ça aussi, c'est un concept qui est relativement vague. Donc, mais par contre, ce que tout le monde sait, un suivi qui est inadéquat, voire inexistant, donc une fois qu'ils sont rendus au monde adulte, mais c'est sûr que c'est des gens qui vont augmenter l'utilisation des services d'urgence et qui vont moins adhérer aux bons soins qu'on va leur recommander. Et après ça, ça ne sera pas nécessairement eux qui vont avoir le suivi le plus strict, mais plutôt eux qu'on va voir régulièrement dans les salles d'urgence. Il y a un modèle qu'on a retrouvé qui est vraiment intéressant, qu'on appelle le modèle SMART, qui a été développé pour tous les adolescents atteints d'une maladie chronique. Donc, pas nécessairement atteints d'un cancer, mais au bout du compte, il y a pas mal de similitudes. Donc, c'est un modèle qu'on appelle Social Ecological Model of Readiness. Donc, je reviens avec est-ce qu'on est prêt? Comment on peut évaluer si les jeunes sont prêts à développer leur autonomie? Donc, for transition to adult-oriented care for adolescents and young adults with chronic health conditions, donc le cancer ou même n'importe quelle autre maladie pédiatrique. Donc, ce modèle-là, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que ça va au-delà des simples déterminants. Quand on décide qu'un adolescent était prêt à être transféré à l'adulte, généralement, ce qu'on regarde, c'est son âge. Il a 18 ans, il devrait être prêt. Pas nécessairement. Il connaît sa maladie. Oui, OK, correct. Et la compétence dans les soins. Il est prêt à être transféré, il sait faire ses pansements, il prend ses médicaments, il comprend sa maladie. Il manque quelque chose. Il faut aussi mettre en relation d'autres conditions pour s'assurer que cette transition-là se passe bien. Donc, est-ce que les autres facteurs sociaux, c'est ce que les services qui vont les accueillir ont la capacité de les accueillir? Est-ce qu'ils sont prêts à les accueillir? Donc, ça va au-delà de juste tout mettre la responsabilité sur le jeune adulte, mais il faut s'assurer que les gens qui vont l'accueillir vont être capables. Il y a un paquet d'autres facteurs sociaux qui peuvent assurer le succès d'une transition. Donc, il ne faut pas juste que lui soit prêt, mais nous aussi, on doit être prêts. Donc, à la lumière de toutes les explorations qu'on a regardées, on a quand même retiré quelques constats. Donc, la préparation à la transition, elle devrait se faire à l'intérieur d'une philosophie de partenariat de soins. On ne peut pas juste dire que c'est la responsabilité de la famille. On doit, nous aussi, les aider à faire ce travail-là. Et on doit aussi nous regarder, est-ce qu'on nous aussi, on a fait le travail correctement de notre point de vue à nous. Quand je vous ai dit tantôt qu'on avait beaucoup ciblé les besoins et est-ce que l'enfant est prêt à faire la transition, mais il y a d'autres personnes qu'on avait oublié de cibler qui sont prêts. Est-ce que les parents d'enfants greffés sont prêts à la transition? Parce que même si l'ado veut devenir autonome, mais si ses parents ne lui laissent pas l'espace pour devenir autonome,
ils ne vont pas nécessairement le devenir, mais aussi des parents qui se sont occupés d'un enfant malade pendant de nombreuses années, c'est difficile de lâcher prise et on le comprend très bien. Les équipes qui reçoivent nos patients, comment on peut s'assurer qu'ils sont prêts? Puis nous, comme équipe, est-ce qu'on veut vraiment qu'ils partent? Dans le fond, il faut se questionner. On a beau dire, oui, on veut qu'ils deviennent adultes, on veut les transférer, mais dans le fond, on veut les garder aussi. Il faut être conséquent. Donc, comme on disait tantôt, l'adolescence, donc pour les parents d'enfants greffés, l'adolescence est reconnue comme étant difficile à vivre pour les parents aussi, d'emblée, peu importe si l'enfant est malade ou pas, c'est certain que ce n'est pas facile. Une maladie chronique à risque vital va donc être un événement majeur à ce stress-là, si on ajoute la greffe aussi. Donc, le développement de l'autonomie des adolescents, c'est moins une priorité pour les parents. Donc, on va y sauver la vie, puis on verra après. L'adaptation des parents au monde médical adulte, c'est un choc culturel majeur pour les parents aussi, pas juste pour les enfants. Donc, le développement d'un lien de confiance, c'est difficile. On va attendre avant, on va les tester, puis après, on verra si on leur fait confiance. Ça fait 20 ans qu'on travaille avec une équipe. C'est pas comme, on ne va pas commencer en 1 minute à être capable de bien s'entendre avec la nouvelle équipe. Pour les équipes qui reçoivent les centres adultes, bien, il faut qu'ils comprennent que les enfants greffés, ce n'est pas des mini-adultes, c'est complètement différent. Les maladies sont différentes, sont souvent méconnues par les adultes, leur vécu est différent, échelonné sur différentes années. Les complications à la greffe ne sont pas les mêmes et le fonctionnement dans les milieux pédiatriques est complètement différent du fonctionnement dans les milieux adultes. On fait beaucoup de tender loving care, peut-être trop, on se questionne, mais en tout cas, on en fait beaucoup. Est-ce que les centres adultes sont adaptés pour recevoir les jeunes adultes? On parlait de gériatrie tantôt. Un jeune adulte qui arrive dans une clinique et qui est entouré de personnes âgées, c'est une autre forme de traumatisme aussi. Donc, il faut aussi se questionner, est-ce qu'à l'adulte, on peut avoir des cliniques de jeunes adultes aussi? Donc, en résumé, ça fait peur. Un centre adulte qui reçoit un enfant greffé ou un enfant qui a une maladie chronique, ça fait peur. Et pour nos équipes à nous, les questions qu'on s'est posées, on n'a pas encore toutes les réponses, mais est-ce qu'on est un obstacle au développement de l'autonomie de nos patients? Est-ce qu'on a négligé cet aspect en ne planifiant pas adéquatement cette étape qui est importante? Est-ce qu'on a banalisé l'impact psychologique de cette coupure pour la famille et pour notre équipe aussi? Puis notre perception, souvent la perception qu'on a, puis je l'avoue, on pense qu'on est les meilleurs pour s'occuper de nos patients. Donc, si on est les meilleurs, pourquoi qu'on les donnerait à quelqu'un d'autre? Moi, j'ai des enfants qui ont 28 ans, puis on continue des enfants. Vous voyez, je les appelle des enfants, mais ils ont 28 ans. Mais il serait temps qu'on les transfère à l'adulte, mais on a toutes sortes de raisons pour ne pas le faire. Je ne dis pas qu'ils sont bonnes, mais de notre point de vue à nous, ils sont bonnes. Donc, la réponse à toutes les questions que je vous ai nommées, c'est oui. J'avoue, on est vraiment coupable. On n'a pas aidé à la transition à l'adulte. Donc, notre moyen pour le faire, c'est qu'on est en train de développer une clinique ciblée où on va réunir dans une même journée des adolescents greffés. Ils peuvent être greffés à des moments différents de leur vie, mais le point commun, c'est qu'ils sont rendus maintenant des adolescents. Des parents, entre eux, qui vont pouvoir se comprendre. Une équipe qui est sensibilisée aux besoins des adolescents et qui travaille dans un même esprit toute la journée. Aujourd'hui, jeudi, c'est une clinique d'ados, on pense ado, on ne pense pas petit bébé de 6 mois, on pense ado. Donc, ça implique vraiment un changement de paradigme pour tout le monde, pas juste les infirmières, pas juste les médecins, mais tout le monde aussi. Donc, la clinique, c'est une équipe, évidemment, la même équipe que je vous ai parlé tantôt, qui est interdisciplinaire. Donc, on est en train d'établir la structure, la philosophie soins qui la sous-tend. Ce n'est pas trop compliqué, c'est le patient partenaire. Et les avenues et les projets de recherche qui vont en découler, évidemment, c'est dans nos objectifs aussi. Les objectifs de la clinique, c'est donc offrir des soins et services spécifiques aux besoins des adolescents, favoriser le développement de l'autonomie des adolescents dans la gestion de sa santé et des besoins liés à son statut de greffé. Donc, c'est faciliter le transfert et la transition dans le milieu adulte en préparant les équipes à les accueillir. Donc, on va aussi travailler avec les équipes, puis on va accompagner les parents. On n'oubliera pas d'accompagner, d'aider les parents à travers cette étape-là importante. Donc, de voir leur adolescent maintenant guéri comme étant un jeune adulte autonome et capable de prendre les choses en main. Donc, la clientèle visée, on commence du côté novateur à l'âge de 14 ans. Donc, ce n'est pas 17 ans. Dès l'âge de 14 ans, on considère qu'on prépare son transfert à l'adulte et qu'on le considère comme un adolescent. Et c'est un adolescent et qui doit commencer à différentes étapes à devenir autonome. Donc, il y a différents thèmes qu'on va aborder. Évidemment, la sexualité, la fertilité, l'alimentation, l'estime de soi. Donc, les thèmes classiques de l'adolescence, l'autonomie, donc bien connaître son dossier, la gestion des médicaments, mais aussi l'identification d'un médecin de famille. Hein. Il faut commencer jeune maintenant à trouver un médecin de famille. La liste d'attente est longue, donc il faut y penser aussi. Et chaque adolescent va avoir son plan d'intervention personnalisé à ses besoins, mais on va avoir un modèle de base quand même qui va être établi. Donc, les prochaines étapes, donc je vais conclure avec ça.
Donc, on va documenter le vécu des jeunes adultes déjà transférés afin d'établir des mesures évaluables. Donc, différents thèmes qui vont ressortir pour qu'on puisse par la suite comparer, après l'implantation de notre clinique, les thèmes, est-ce qu'on se sera amélioré, qu'est-ce qui aura changé, mais les mêmes thèmes que ceux qui ont déjà été transférés nous auront relaté comme ayant été un défi ou ce qui aura bien fonctionné. On est en train de développer différents outils différents, donc des référentiels de compétences. C'est beau dire qu'il faut que tu sois autonome, mais il y a une liste de compétences à atteindre. Des documents d'enseignement, mais aussi des sites Internet, des applications iPhone, plein de choses comme ça qu'il faut être aussi quand même d'actualité. Donc, on travaille en accéléré. On espère ouvrir au début de l'année 2015, de cibler tous ces greffés-là dans la même journée. Donc, on les voit déjà. C'est juste que là, on va tous les voir la même journée au lieu de les voir répartis dans plein de jours de la semaine. Et voilà. Question. Merci Marie-France pour cette belle incursion dans le monde des petits. Puis, ça revient avec toute notre notion de portail, la préoccupation qui est centrée sur tous les passages, les transitions, les préparations, ce qu'on n'a pas vraiment via la planification du congé. Et je trouve que c'est fort intéressant. Alors, question, commentaire, à vous maintenant la parole. Alors, oui, je vous donne la parole. Ah bon, ben moi c'est un commentaire parce que dernièrement on a eu, je trouve ça intéressant votre programme parce qu'on a eu un patient qu'on appelle un peu l'adulte de Sainte-Justine et ce que vous décriviez, les parents à côté, le patient connaît très très bien sa maladie et tout. Mais les parents sont presque, c'est symbiose. Il y a une symbiose avec l'adulte qui est comme malsain à quelque part. Et quand tu arrives pour intervenir avec le patient, ben tu as le père, tu as la mère, il faut que tu négocies avec tout ce monde-là. C'est que d'avoir une chose comme ça, là, ça va être hyper intéressant parce que je pense que ça va faire cheminer justement ces jeunes adultes-là qui... Et moi, le patient, c'est un patient en fibrose kystique. Fait que et je le voyais très bien dans votre... Non, c'est vraiment typique. Puis on a des jeunes là, qui sont rendus, on en a à 25 ans, puis sont loin d'être prêts de se promener dans le milieu adulte. On peut mettre une bonne partie du blanc, mais vraiment, j'aime pas le mot, mais on comprend que c'est sur, oui, les parents qui n'ont pas permis de les faire évoluer, mais nous, on aurait pu voir ça aussi avant l'âge de 25 ans. Là, on aurait pu se rendre compte qu'il y aurait des façons qu'on aurait pu accompagner ou guider la famille à permettre à cet adolescent-là de grandir et de devenir un adolescent et un jeune adulte. Puis, si vous me permettez, je pense que le portail va permettre justement ces informations-là et ça va être hyper intéressant là, pour ça, justement. Il y aurait une question, Hélène, et puis par la suite, Christiane. Il y a Nadia aussi. Alors, excusez-moi. Hein? Alors, Hélène, Christiane et Nadia. Okay. Je me demandais, je trouve ça super intéressant ce que vous êtes en train de faire et l'idée d'accompagnement et d'impliquer tout le monde finalement. Mais est-ce qu'il y a un moment de prévu pour impliquer le centre adulte? Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un travail commun justement pour favoriser le développement de la confiance aussi entre les deux. Oui, tout à fait. C'est la partie qui n'est pas encore clarifiée, mais il y a comme deux défis dans tout ça. La première, c'est qu'ils ne vont pas tous dans un centre adulte où ils ont suivi des greffés. Ceux qui sont greffés depuis longtemps, qui n'ont absolument aucune séquelle de leur maladie, sont suivis par leur médecin de famille et on leur donne, nous, un document au médecin de famille, qu'est-ce que vous avez besoin de suivre pour cet enfant-là. Donc, si le médecin de famille est identifié précocement, bien, effectivement, on va pouvoir commencer la transition et permettre un rendez-vous avec lui, un rendez-vous avec nous, puis en alternance. Quand c'est dans un centre de greffé, c'est ce qu'on est en train de travailler avec l'équipe de Maisonneuve, par exemple. Comment, par exemple, vers l'âge de 17 ans, il y a des gens qui font ça. Bien, est-ce qu'on peut déjà faire des rendez-vous communs? Est-ce qu'on peut commencer justement à développer le lien de confiance? Mais on est en train de voir la meilleure façon pour le faire avec eux, qu'est-ce qu'ils sont capables de nous offrir pour permettre ça. Mais c'est essentiel, tout à fait. Comme vous disiez si bien, le portail peut constituer justement une courroie de transmission dans ces différentes pistes-là. Alors, Christiane, si vous voulez bien. Est-ce que c'est ouvert? Oui. Bon, écoutez, je vois une similitude avec le transfert de responsabilité au niveau de psychiatrie infantile et adulte.
où moi j'ai travaillé longtemps au niveau de programmes pour des jeunes adultes. Et on voit ce passage-là qui est difficile, puis on recevait des jeunes adultes qui venaient justement de Sainte-Justine. Et il y a tout l'exercice des droits, des prises de décision, la prise de risque, où c'est comme il y a un gap totalement, où il y a un genre de protectionnisme là, qui est installé sous le couvert des droits. Hein. Je suis responsable, le consentement, c'est moi qui le donne. Et je trouve que le passage, ce qui arrive, c'est que le risque est encore plus grand, rendu à 18 ans, où il y avait des échappées, justement, parce que cet exercice-là, c'est pas fait. Alors, c'est pas une question de distanciation des parents, c'est une question de la transformation du lien, finalement, et de la collaboration. C'est que le patient, il est au centre, mais c'est comme si l'enfant, il y a tellement de monde qui l'entoure, on ne le voit plus. Et là, on arrive dans l'adulte, et là, il est tout fin, il se dresse, et il fait éclater la bulle. Et c'est ça qui est dangereux. Je pense qu'il y a comme une transformation. Dans la transition, c'est pas une rupture. Ça devrait pas. C'est une transformation qui doit se préparer de façon continue. Et je trouve ça très intéressant de ce que vous faites. Moi, je mettrais beaucoup l'emphase sur le focus group, et que la construction se fasse avec eux déjà. Et les parents vont être assurés aussi de voir les forces de leur enfant, où c'est vrai que c'est... Mais ils sont tellement concernés aussi. Absolument, on ne peut pas les blâmer du tout, les parents. Mais je trouve ça très bien. Et vous savez qu'à l'Institut, on commence même à regarder, il y a le projet Cité où la psychiatrie des adolescents va être imbriquée. On parle de l'implication, de l'intervention précoce, mais en fait, c'est l'intégration, dans le fond, de ne pas faire de rupture d'après l'âge. C'est un processus continu, c'est ça. Comme nous, on le dit à l'extérieur de la maladie comme un processus continu, mais en incluant la maladie comme un thème de plus, un élément de plus, il faut continuer cette partie-là. Peut-être pas au même rythme, mais il faut le continuer comme ils auraient fait. Pas négliger la question de responsabilité, parce que moi, je trouve que la question qu'on devient responsable à 18 ans, il y a toute la question de prise de risque, là, c'est pas négligeable, ça. Ça fait peur aux intervenants aussi. Merci pour ce excellent commentaire. Nadia? En étant étudiante à la maîtrise pour le projet RIUS, vous avez vraiment résumé tout ce que j'ai lu par rapport aux adolescents, et je venais de lire justement que une des façons les plus simples pour favoriser cette meilleure transition aux adultes, c'était d'ouvrir une clinique d'adolescents. Et je suis très... Et ce que j'ai lu aussi, c'est que je pense que c'est l'hôpital Montreal Children qui, pour les enfants, mais les adolescents en sclérose en plaques, font le premier rendez-vous dans l'hôpital adulte avec ces enfants-là et des parents. Puis Hélène m'a comme enlevé les mots de la bouche. Alors, ce serait peut-être une option... C'est une option super quand ils habitent Montréal. Le problème avec notre programme de greffe, c'est qu'on couvre le Québec au complet, les provinces maritimes et une partie de l'Ontario. Donc, les visioconférences vont devenir nos nouveaux amis parce que c'est difficile, même si ce n'est pas super humain, mais évidemment, on ne peut pas se promener partout comme ça. Mais ça serait souhaitable, tout à fait. Et pourquoi juste pour les enfants greffés et non pas pour tout autre type de garde? Moi, mon dada, c'est la greffe. C'est pour ça que nous, on l'a pensé pour la greffe, mais c'est sûr que j'ai des amis de l'oncologie ici, je les vois, oui. C'est sûr que ça va probablement avoir des découlants vers d'autres choses. C'est juste que nous, on a voulu là, le commencer pour la greffe parce que c'est la passion, mais c'est sûr que c'est réplicable à plein d'autres endroits. Là. Excellent. Et peut-être dernière question, qu'est-ce qu'on fait pour ces médecins dans les centres adultes pour les former ou leur donner ce qu'il faut pour prendre en charge ces patients-là? Déjà, on les a intégrés dans notre comité. Donc, on a un médecin de Maisonneuve de l'équipe de greffe qui va faire partie du comité. Donc, ils vont pouvoir nous donner leurs besoins. On a aussi tous les documents écrits pour s'assurer qu'ils comprennent bien quel suivi qu'ils ont besoin de faire. Et un résumé du vécu de cette famille-là. Un résumé médical, mais si on a fait des pays, on les joint avec. Puis, vraiment, on met à jour toutes nos affaires pour quand ils le reçoivent. Ils prennent ce jeune adulte-là au moment où il est rendu. Donc, la clinique des ados, mais on va garder les choses aussi dans le référentiel de compétences, ça c'est atteint, mais continuer ce qu'on a commencé avec eux. Est-ce que vous l'appelez le plan, excusez?
Est-ce que vous l'appelez le plan de transition ou le plan de survivance? On n'a pas de nom encore. OK. Parce que aussi, dans la survivance, Donc, c'est ça, on ouvre un concours, mais on n'est pas rendu. OK, parfait. Alors, je prendrai une dernière intervention. Monique, si vous voulez bien vous exprimer. Désolée. Voilà. Elle voulait garder la parole. Oui. C'était plus qu'intéressant, c'était passionnant. À plein de titres, sur le plan humain, sur le plan... Enfin, vraiment, c'était totalement passionnant. Je voudrais prendre un autre point de vue. Vous avez commencé par expliquer que c'est pas, si j'ai bien compris, que c'est pas seulement la mise en place de cette nouvelle clinique, mais c'est aussi une recherche. Et donc, je vais me placer sur le plan de la recherche. Quels sont les critères de jugement que vous allez utiliser, que vous allez prendre pour décider que oui, c'est bon, c'est un succès, votre évaluation est bonne? C'est assez compliqué, ça. On est bien conscient qu'il va y avoir probablement plusieurs projets de recherche qui vont découler de l'implantation de la clinique. Nous, la première étape, à date, ce qu'on a fait, c'est de bien documenter la façon actuelle de faire le travail. Avant d'implanter la clinique, actuellement, on le fait comment? Donc, nos jeunes greffiques, puis on a déjà transféré à l'adulte, parce qu'on en a des centaines, bien, eux qui viennent nous expliquer comment ils l'ont vécu pour faire ressortir différents thèmes. Et après, ces thèmes-là vont nous permettre de comparer pour la suite. Donc ça, c'est un élément de recherche. Il y en aura certainement d'autres parce qu'on a des psychologues, on a des chercheurs en psycho-oncologie, on a des infirmières, on a des médecins. Donc, il risque d'avoir différents protocoles de recherche qui vont découler de ça. Et la première étape, c'est bien documenter ce qu'on fait actuellement pour pouvoir faire une meilleure comparaison par la suite. Alors, merci infiniment, Marie-France, pour ta générosité. Alors, il est midi 15, alors ça mettrait terme finalement au partage autour des expériences internationales en oncologie. Alors, le dîner nous attend et nous reviendrons à 1h15 tel que nous l'avions prévu. Merci, bon appétit.